Il va sans dire que vision et motricité sont intimement liées. L'enfant veut se déplacer vers ce qu'il voit et surtout, il veut toucher ce qu'il voit. Alors, qu'en est-il lorsque bébé naît avec une déficience visuelle ou l'acquiert à un moment donné? Comment cela affecte-t-il sa motricité et surtout, quelles sont les stratégies à mettre en place pour l'aider? J'en discute avec Pascale Patoureau, ergothérapeute avec plus de 20 ans d'expérience, formatrice certifiée, spécialisée en déficience visuelle. Et si tu te dis que cet épisode ne te concerne pas parce que les enfants que tu accompagnes ont une bonne vision, ne pars pas tout de suite. Tu vas voir, c'est fascinant de comprendre comment la vision influence notre capacité de bouger. Et si tu n'écoutes pas, tu ne sauras pas c'est qui bébé Bouddha. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Bien, bonjour Pascale. Bonjour Josiane. Merci d'être venue nous parler de vision et de motricité. Juste avant de se lancer dans le vif du sujet, pourrais-tu nous situer un peu quant à ton contexte de travail parce que tu nous rejoins de loin? Et aussi parce que ça va teinter le vocabulaire que tu vas utiliser pour référer aux différents concepts que tu vas nous présenter. Alors, je travaille comme ergothérapeute en Guyane française. Je suis dans le libéral depuis que je suis en Guyane. J'ai toujours été salariée au préalable et surtout avec un public en déficience visuelle, enfants puis adultes. Depuis que je suis en Guyane, j'ai replongé dans ce milieu-là parce que j'adore. Et j'ai quand même voulu un petit peu m'élargir, donc je vois aussi des enfants avec des troubles du neurodéveloppement. OK, bien merci. Ça nous oriente un petit peu. Alors, lançons-nous. La vision, là, c'est important, pas juste pour apprécier les belles choses de la vie et interagir, mais pour bouger aussi. Alors, quel est le rôle de la vision pour le développement moteur de l'enfant? Alors la vision, elle apporte déjà, plus de 80 des informations de notre environnement. Dans tout le développement, de la perception de l'espace de l'enfant va se faire par cette modalité sensorielle. C'est vraiment beaucoup. Évidemment, l'enfant va apprendre par imitation beaucoup, donc Mhm. ça va aussi impacter, tout ce qui est, apprentissage, on va dire passif par cette imitation. Mhm. Et puis donc tout ce qui est données spatiales évidemment, hein, de comprendre, la forme d'un objet, sa distance, son volume, heu, son positionnement dans l'espace en fait et puis, son corps aussi. La connaissance de son corps en entier, son corps en tant que schéma et puis, mon corps dans l'espace en fait. Comment je me situe par rapport à mon environnement. Quand le bébé naît, on sait que son acuité visuelle, elle n'est pas encore totalement présente. À partir de quel âge là, la vision commence à bien s'installer et jouer un rôle pour la motricité? Je pense que la vision, même si elle est très faible dès le départ, elle est quand même très importante. OK. L'enfant, quand il naît, il est effectivement malvoyant. Oui. Il va avoir une vision très floue, mais il va quand même percevoir des différences de lumière, des différences de couleurs quand on a des forts contrastes. Et rien que ça, déjà, dès le départ, on sait en fait sa perception de l'espace. Il va voir passer le mouvement également. Le mouvement, même quand sur Oui. une forte malvoyance telle que l'a le bébé, heu, il y a cette perception du mouvement, de l'ombre et de la lumière. Donc, quelqu'un qui passe devant lui, un objet qui passe devant lui, ça va déjà commencer à inciter à porter un regard. Donc à orienter aussi la tête, même s'il y a toute la composante auditive également. Donc, par le fait même, la motivation
d'attraper des choses ou de toucher le visage du parent qui est là. Tout à fait. En fait, il va y avoir déjà une corrélation entre ce que je perçois, parce que c'est vrai que on n'est pas encore dans le voir correctement, mais ce que je perçois avec mes yeux et ce que je perçois avec mes oreilles. Parce qu'un enfant, voilà, un bébé, étant malvoyant, il va être beaucoup aussi sur l'auditif, mais il va faire une corrélation entre les 2. Et donc la perception de l'espace, déjà, va se faire très rapidement et effectivement après quand la vision s'affine, c'est elle qui donne envie d'aller attraper, d'aller à la rencontre de Choses. C'est clair que c'est important et que toute la cognition va suivre aussi ces mouvements-là pour toucher les choses ou même attraper ses pieds, par exemple, ce qui va l'aider à mieux comprendre comment est organisé son corps. Donc, on peut s'attendre que lorsqu'un enfant a des difficultés avec sa vision, on peut s'attendre à des impacts sur le développement puis le fonctionnement moteur de l'enfant. Est-ce que tu peux nous expliquer les différents types de défis avec la vision? alors la définition de la déficience visuelle, une déficience visuelle, ça englobe les malvoyants et les non-voyants. Cette définition, on se réfère à celle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et c'est une acuité visuelle qui est inférieure à 3/10 au meilleur œil après correction. Alors, si j'ai bien saisi, l'acuité visuelle qui est la capacité de voir les détails. Donc, si on se dit qu'une vision normale, c'est 10 sur 10, ça serait une vision 3 sur 10 ou moins. Et ça veut dire ce qu'une personne sans déficience visuelle verrait à 10 mètres sans correction ou avec correction. La personne avec la déficience visuelle, elle, même avec correction, le verrait seulement à 3 mètres. Ou un champ visuel qui est inférieur à 20 degrés. Alors, mais c'est sans déplacer, hein. C'est si je fixe en face de moi, le moment où je vois mes mains apparaître en fait dans un champ, donc on est à peu près ici, hein. Et le champ visuel, c'est comme l'étendue de ce qu'on peut voir devant nous sans bouger les yeux. Puis, si un champ visuel normal est 180 degrés, là, on parle d'un champ visuel très faible, là, de 20 degrés. Bon, tout ceci vulgarisé pour nous les moins familiers. Je te laisse continuer avec les niveaux. Plusieurs niveaux de malvoyance et plusieurs niveaux de cécité. Et on peut être en cécité légale, mais quand même percevoir des ombres, des lumières, des couleurs, et voire même avoir une petite acuité chiffrable. Ouais. Donc il y a vraiment la cécité légale, c'est quand on est en dessous d'un vingtième en fait. Après correction, au meilleur œil, voilà, on reprend ça. Est-ce qu'il y a différents types d'atteintes ou d'impacts? Alors, on a parlé de malvoyance ou non-voyance. En fait, on peut parler au niveau de l'atteinte. En fait, soit ça va être l'œil, vraiment en tant qu'organe qui va être atteint, mais ça peut être aussi le nerf optique, donc la transmission au cerveau, et ça peut se passer au niveau aussi du cerveau, donc des aires visuelles. Voilà. Et en fonction du type d'atteinte, on va avoir des conséquences différentes, qui peuvent être une atteinte, donc on a parlé d'acuité visuelle, donc la capacité à discriminer des détails, mais on peut aussi avoir une atteinte de ce champ visuel dont on a parlé. Et dans ces atteintes du champ visuel, on peut avoir une atteinte qui va être centrale, c'est-à-dire vraiment le centre de l'œil qui lui permet justement d'avoir les détails. Et ça peut être une atteinte du périphérique, en fait. Et où là, on va être plus sur un plan de champ visuel. Et donc, c'est là qu'on peut se retrouver avec un champ visuel qui est tout réduit comme ceci. Ou au contraire, un champ visuel où on va voir qu'autour, comme si on avait une tache en plein milieu de l'œil, en fait. Et on va voir qu'en périphérique, mais en périphérie, on ne voit pas correctement. Donc, on va voir très flou, on va avoir plus de mouvement. Voilà un petit peu le type d'atteinte, mais on a aussi les problèmes qui sont liés à la mobilité de l'œil. Je pense aussi à tout ce qui est problème qu'on appelle le nystagmus. C'est des enfants qui ont les yeux qui bougent comme ça ou dans un autre sens et qui ne vont pas pouvoir fixer le regard. Et puis, il y a aussi ces soucis des personnes qui ont des atteintes de la paupière, une paupière qui va être, on appelle ça le ptosis, la paupière qui va être abaissée et forcément, ça amène de la malvoyance aussi. Et pour finir et ne surtout pas oublier, il y a le problème de photophobie.
donc c'est-à-dire la sensibilité à la lumière. Et quelqu'un qui est, très, très, très gêné par la lumière va être aveuglé, en fait. Donc on connaît tous cette sensation-là, et donc une trop forte lumière va aveugler et une lumière trop faible va amener des conséquences. Voilà. C'est pour ça que, quelqu'un qui est malvoyant, à la tombée de la nuit, va être beaucoup plus en difficulté parce que manque de lumière. Voilà, et après, bah, la définition de la vision est beaucoup plus large, hein. Il y a tout ce qui est notion aussi de la vision des couleurs évidemment et des contrastes. OK. Lorsque la déficience visuelle, elle est congénitale ou très sévère, le médecin va certainement l'identifier très tôt. Mais lorsque elle est plus légère, j'imagine que on peut seulement le remarquer plus tard. Pourrais-tu nous parler des manifestations, des signes qu'on pourrait observer qui pourraient nous faire penser que peut-être l'enfant ne voit pas optimalement? On l'a dit, le bébé, il va tout de suite avoir quand même une vision même très floue et puis, rapidement, il va commencer à y avoir les interactions précoces, en fait, avec le parent, donc ces regards partagés, et si on les voit pas apparaître, ces interactions, là, déjà, on peut commencer à se poser des questions. Heu et puis, le bébé, il va commencer, vers 2-3 mois aussi à tourner la tête par rapport à, justement des différences d'engrais de lumière qui vont apparaître, par rapport à cette vision globale qu'il a, et un bébé qui reste très passif. En fait, le bébé, déficient visuel, on l'appelle des fois le bébé Bouddha parce qu'il est très passif. Voilà, c'est Bouddha, il est passif, il attend que les choses arrivent à lui et il va pas aller vers son environnement. Donc il va pas tendre les bras, il va pas essayer d'attraper, il va pas essayer de toucher peut-être ses pieds, d'attraper ses pieds comme le ferait un bébé, ordinaire. Hem, il y a souvent cette espèce de dissociation d'ailleurs entre le haut du corps et le bas du corps, puisqu'il ne se voit pas en entier et puis qu'il voit pas passer ses pieds devant lui quand il joue. Le bébé, ordinaire, il y a ses pieds qui vont passer devant. Ah! Il va essayer d'attraper, sans savoir forcément que ça lui appartient. Là, bon, on va pas avoir ce genre de choses. Pourquoi? Soit parce qu'il voit pas, soit parce qu'il va même pas arriver à coordonner, en fait, pour aller chercher, bah, ceux qui viennent passer, en fait. Donc oui, effectivement, un bébé qui est très passif, qui est pas dans les interactions, qui ne cherche pas, qui regarde pas, où le regard ne se tourne pas en fonction de la lumière, hein. Au début, c'est beaucoup ça. Là, on doit s'interroger, bien sûr. Et lorsque la, déficience visuelle, elle est acquise par la suite, mais que l'enfant a déjà, passé sa première année de vie, donc il a fait ses premiers jalons, il marche, il court peut-être et que la déficience arrive, par la suite, est-ce qu'il y a autant d'impact, au niveau, du reste, du développement de la motricité globale, par exemple et fine? Alors, j'ai envie de dire que tout va dépendre de chaque âge, justement, du développement moteur. Ça va dépendre de à quel moment, en fait, cette déficience visuelle arrive au niveau du développement. Heu, du moment que l'enfant a déjà vu, on va dire au moins jusqu'à ses 1 an, ouais, au moins jusqu'à ses 1 an, il a déjà commencé à construire son espace autour de lui. J'ai envie de dire jusqu'à ses 3 ans. S'il n'y a pas eu de déficience visuelle, on a déjà une construction qui est quand même, élaborée. Construction de l'espace. Voilà. Mais ça va vraiment dépendre en fait à quel moment en fait arrive cette, malvoyance ou non-voyance, hein. Voilà, en fonction du développement psychomoteur ordinaire. OK. Et est-ce qu'il y a toujours des retards moteurs, lorsqu'on a identifié la déficience ou la basse vision très tôt et que l'enfant a eu, accès à de l'accompagnement? Alors sans accompagnement, on a beaucoup de retard. Effectivement, beaucoup de retard qui se met en place. On a, souvent un bébé qui va se déplacer sur les fesses au lieu de faire du 4 pattes parce que, bah, se déplacer à 4 pattes, c'est prendre le risque d'aller se cogner la tête en premier. Er Se déplacer sur les fesses, on reste entier en fait et on avance. Voilà, donc on a ça qui apparaît, on a un retard du redressement aussi, on a une motricité qui est réduite, la tête, la tenue de la tête aussi, parce que finalement le regard, il a même
il amène les notions d'horizontalité et de verticalité. Et on a des bébés, voilà, qui vont mal tenir leur tête également. Alors effectivement, ça va tout impacter, en fait, dans le développement et sans accompagnement global, on a des retards. Donc c'est justement le rôle après de l'accompagnement le plus précoce possible pour être en prévention de tous ces retards de développement et pour les accompagner pour que ça soit le plus harmonieux possible. Est-ce que ça peut pas avoir aussi des répercussions sur le développement cognitif? Oui, peut-être aussi le fait que, quand un enfant est mal ou non-voyant, sa bibliothèque d'images, elle est très pauvre. Elle est très pauvre parce que, sa bibliothèque va s'enrichir uniquement de ce qu'on va lui amener et si sa vision, elle est très proche de lui, s'il a pas de vision de loin, il a pas accès à tout son environnement et donc c'est très, très faible aussi. Ça va pas l'inciter à aller voir plus loin, ça va pas l'inciter à se déplacer, non plus à se redresser. C'est pour ça qu'on parlait de ce bébé passif, ce bébé Bouddha qui attend que les choses viennent vers lui, en fait. Oui, j'imagine que sa construction du monde devient des objets indépendants les uns des autres et moins la vision globale de comment l'environnement, se présente avec, des choses près, des choses loin et tout le cognitif, la notion de salon versus, le divan ou la table, mais l'ensemble finalement, hein? C'est ça, en fait, il va connaître son espace proche, ce qu'on va bien vouloir lui emmener ou l'endroit où on va le poser et il va pas avoir de construction de la globalité, en fait. Et d'autant plus quand ce sont des objets qu'il ne peut pas toucher en entier. Un objet qu'il va pouvoir avoir dans les mains, il va pouvoir avoir son volume, sa taille, et cetera. Le divan, pour connaître, en fait, avoir une représentation du divan, il va falloir qu'il l'explore en entier et d'une manière organisée. Sinon, il va avoir une vision totalement déformée, parcellaire et peut-être avec simplement des détails. Mmh. Je ne sais pas si tu connais, cette histoire des 7 souris dans le noir? Non! Alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert ce livre. Ce sont 7 petites souris, en fait, qui se baladent dans le noir et puis, chacune va rapporter un détail de ce qu'elle a touché, en fait et donc chacune va interpréter en disant: «Ben, moi, je pense que c'est un balai», l'autre va penser que c'est un tuyau d'arrosage. J'invente un peu parce que je m'en Oui, souviens plus oui, oui. exactement, mais chacune, en fait, va s'en faire une représentation et en fait, parce qu'elles n'auront pas pu l'explorer en entier et au final, il s'agissait d'un éléphant. Ah là là! C'est tellement intéressant! Puis surtout, ça traduit tellement bien ce que les enfants doivent vivre. Donc les 7 souris dans le noir, c'est ça? Voilà, c'est Les 7 souris dans le noir. Il est super ce livre pour comprendre un petit peu la vision qu'un enfant malvoyant ou non-voyant peut avoir. C'est vraiment une vision, heu, parcellaire. Il va falloir qu'il construise la globalité de cet environnement. Il va falloir l'accompagner à ça. Au moment de l'édition, Pascal m'a proposé d'ajouter que les enfants qui ont une atteinte sévère, qui n'ont pas accès aux images pour découvrir le monde qui leur est pas accessible, par exemple la mer ou une girafe, ou les concepts qui sont abstraits comme un nuage ou même qu'on ne peut pas voir ou toucher en entier comme une île, un continent, une grue, eh bien qu'il faudra favoriser ces connaissances-là aussi par le biais d'images tactiles ou des objets miniatures que l'enfant pourra manipuler. Donc c'est pour ça que ça fait boule de neige, que ça se surajoute aux situations de handicap, en fait à un développement disharmonieux, en fait. Tout est imbriqué, tout est impliqué et donc on comprend mieux ce retard, en fait. J'imagine que l'enfant qui n'a pas une cécité complète, qui a encore un peu de vision, n'aura pas autant d'impact sur son développement moteur et cognitif. Est-ce que tu nous parlerais des différences dans l'accompagnement de l'enfant en fonction de son degré de vision disponible? Quand on est non-voyant, on n'a pas le choix, on passe sur du sensoriel. Donc très rapidement, l'enfant, il va lui-même compenser, en fait, par du sensoriel. L'enfant qui est malvoyant, on va avoir 2 situations. Celle où l'enfant, il va énormément se servir de sa vue, mais que de sa vue et du coup, il va pas compenser et on va avoir la situation où au contraire, il ne va pas utiliser cette vue, aussi faible soit-elle, il va pas du tout l'utiliser et il va avoir un comportement de non-voyant
Et là, en tant que professionnel, il faut accompagner ça, il faut être, très vigilant à ce qu'il développe son potentiel visuel. Ça, c'est très, très, très important, voilà, de développer ce potentiel visuel. Et pour l'enfant qui va au contraire être que dans la vision et qui va pas compenser, le problème c'est qu'en tant que malvoyant, il va avoir une vision qui va être, que parcellaire, et donc erronée, déformée, et donc il va falloir l'amener à compenser par, le toucher, par, les autres sens pour, avoir une information, globale, en fait, pour compléter l'information. Donc en fait, notre rôle en tant que professionnel va être différent suivant un petit peu la situation, la malvoyance et non-voyance. Alors, je vous ajoute des exemples concrets que Pascal m'a partagés après l'enregistrement. Elle expliquait que le rôle des tiers va être, dans ce cas-là, de verbaliser ce que l'enfant touche, entend et fait. Par exemple, ça, c'est la bouteille de soda que j'ouvre qui fait pchit. Hey, tu as fait un demi-tour sur toi-même. Ou la robe que tu portes aujourd'hui, elle est rouge et elle est en satin. Donc, on met en mots la perception et on associe ces différentes modalités sensorielles-là entre elles. Par exemple, la pomme, elle est verte, elle est ronde, elle est lisse. Compare son poids dans ta main avec la prune, hein, elle est plus lourde. Et dans ta bouche, ben, elle est croquante, ça fait du bruit. Et le goût, hein, c'est sucré puis un petit peu acide. Donc, l'ergothérapeute va avoir un rôle dans l'accompagnement, dans l'enseignement à l'entourage, mais il ne fera pas ça seul, hein? Alors oui, effectivement, on travaille avec une équipe pluridisciplinaire, donc c'est un accompagnement global, hein. Heu, on n'est pas tout seul en tant qu'ergothérapeute. Soutenir le développement, moteur, ça va être, eh bien, lui offrir un maximum d'expériences motrices, déjà, hein, puisque l'enfant va pas les amener de lui-même. Alors l'ergothérapeute, il va agir auprès de l'enfant, mais il va quand même beaucoup agir auprès de l'entourage. Heu, alors à la fois, on va dire de l'environnement, pour être plus global. L'environnement, c'est l'environnement humain, donc on va être beaucoup dans de la guidance parentale, pour, expliquer en fait aux parents, à quel point ils peuvent favoriser ce développement en, en donnant envie en fait à l'enfant de se déplacer. Et pour lui donner envie, il va falloir aussi agir sur l'environnement matériel. C'est-à-dire qu'il va falloir que ça soit sécure. Alors, beh, déjà tout ce qui est obstacle, voilà, parce que très souvent ce qui se passe, c'est que le parent, par peur que l'enfant se blesse, ou se perde même dans le logement, va, le mettre dans un espace, clos, donc souvent le parc, parce que ça va être rassurant. On sait que dans cet espace, il est en sécurité, et dans cet espace des bras tendus, on va pouvoir lui mettre tout un tas de jouets. Donc dans un premier temps, c'est très bien. Mais après, il va falloir quand même élargir cet espace et lui donner accès, comme tout enfant, à, la possibilité de faire des bêtises. C'est-à-dire d'aller fouiller dans les placards, par exemple. Heu et voilà, comme un enfant ordinaire qui va aller ouvrir et fouiller, dans tous les placards qui sont à sa portée. Heu, pour ça, ben, le parent, il va falloir anticiper et peut-être mettre à sa portée des choses qui ne sont pas dangereuses quand même. Voilà, hein, sécuriser, cet environnement-là. Hem Et puis tout ce qui va être motivation à se déplacer, ça va être, beh, de placer de manière stratégique, des objets qui vont faire du bruit, des objets qui vont briller, donc qui vont attirer peut-être son regard pour un enfant malvoyant. Hem Et puis dans les interactions aussi, de jouer. Évidemment le jeu, on passe toujours par le jeu, et c'est de jouer avec son enfant, peut-être au départ lui mettre dans la main directement, un objet, et puis si on voit qu'il y porte un intérêt, bah, commencer un petit peu à reculer cet objet et lui donner envie d'aller le chercher. Alors son autonomie, c'est ce que je disais au tout début, il y a ce problème d'imitation qui ne se fait pas. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de gestes du quotidien que l'enfant apprend par imitation. Là, c'est pas possible. Donc il va falloir accompagner tous ces gestes. Il va falloir, créer pareil un environnement, particulier, heu, qui permette l'autonomie de l'enfant. Donc déjà, beaucoup d'organisation, ne serait-ce que, par exemple, pour les repas.
on peut créer un espace qui est bien délimité pour l'enfant, qui correspond à un plateau, par exemple, qui apporte un bon contraste entre l'assiette et le fond, pour que l'enfant il voit bien la limite de son assiette. On va placer toujours les couverts au même endroit, toujours le verre au même endroit. On va éviter tout ce qui est transparent pour que l'enfant perçoive et puisse bien coordonner aussi son geste pour aller attraper le verre. Là, on parle de malvoyant, hein, mais délimité par un plateau, évidemment, pour un non-voyant, ça marche aussi. Euh, alors, évidemment, après, c'est le rôle des ergothérapeutes de travailler l'autonomie avec les enfants. Heu et de soulager aussi le parent parce que le parent, il faut qu'il garde sa place de parent, qui joue avec son enfant et puis toute cette partie-là et bien que le professionnel puisse prendre le relais et heu et conseiller évidemment pour le quotidien, mais voilà, lui laisser sa place de parent et ne pas le rendre professionnel parce que j'ai beaucoup vu ça, en fait, des parents qui se retrouvent à devenir aussi l'ergothérapeute de leur enfant. Maintenant, est-ce que tu nous parlerais un petit peu des déplacements? À partir de quand l'enfant peut être autonome, puis avec quel équipement, dans quel endroit, par exemple, pour aller au parc? Alors là, c'est la vaste question de l'autonomie dans les déplacements. Alors, nous, en France, les ergothérapeutes, on ne s'occupe pas de cette partie-là sur les déplacements. C'est des professionnels qui s'appellent les instructeurs en locomotion. Je crois qu'au Canada, on parle d'orientation et mobilité. Hem, alors le chien guide, tu en parles, ça intervient très, très tard, le chien guide. Heu, il faut d'abord que la personne, elle soit autonome dans ses déplacements. Donc il y a tout un travail d'apprentissage des déplacements qui démarre, tout petit, donc déjà la perception de l'espace, des distances, savoir s'équilibrer, savoir marcher droit, prendre, connaissance aussi de tout ce qui est, sensoriel autour de soi. Pour se déplacer au tout début, il y a papa et maman ou en tout cas il y a un tiers et on utilise ce qu'on appelle la technique de guide. Donc c'est une technique où en fait, bon après quand ils sont plus grands, les enfants ou les adultes vont tenir, la personne qui guide par le coude en se tenant toujours un peu en arrière, de sorte à ce que la personne qui guide rencontre la première l'obstacle. Et cette technique de guide, il y a c'est tout un protocole en fait, ce sont des codes, gestuels et corporels qui permettent de se déplacer en sécurité, à l'intérieur ou à l'extérieur. Sans être toujours à verbaliser, attention, le danger et cetera. Voilà, parce que ça, le attention, ça amène beaucoup d'anxiété, heu, il faut faire, voilà. Je reviens sur le sujet. En fait, quand l'enfant va tenir, le parent, il va rencontrer cet obstacle, alors cette marche, qui monte ou qui descend en premier. Et en fait, dans ce code, on va s'arrêter avant la marche en tant que guide. Donc le code de l'enfant, voilà, ça va être il sait il va se passer quelque chose à ce moment-là. Et puis le parent va descendre la marche et l'enfant va sentir en fait que le parent descend. Et donc il y aura pas besoin de lui dire: «Attention, on descend», il l'aura senti dans son corps. Voilà et pareil pour les escaliers. Donc cette technique de guide, elle est très importante à connaître, très rapidement en fait, pour le parent pour que, déjà, il n'y ait pas cette anxiété de déplacement et puis qu'on se déplace en sécurité. Et après, il va y avoir toutes les techniques de déplacement en sécurité, qui seront enseignées, à l'enfant. Si on doit en venir à la canne, il va y avoir d'abord la pré-canne. Donc les enfants, on va aussi leur proposer, tout ce qui est, chariot, tout ce qui est, pousseur, voilà, pour pouvoir se déplacer en sécurité, et rencontrer ça va être le chariot qui va rencontrer l'obstacle en premier. Donc ça fait un petit peu office de pré-canne en fait, pour la canne blanche future. Voilà, heu, parce que cette canne blanche, même des malvoyants seront amenés à l'utiliser suivant le degré d'atteinte. Et sinon, pour répondre à ta question sur les jeux, dans les parcs, je pense que, bah, le plus tôt possible emmener, l'enfant parce que déjà il y a beaucoup de choses, c'est très riche en fait de sons, d'interactions, de sensations sur ses pieds. Il va y avoir des matières à toucher, il va y avoir,
voilà, plein de choses à découvrir et puis, le parent peut, isoler un petit peu l'enfant au début pour qu'il soit en sécurité et je pense que si le parent accompagne, il y a pas de raison de s'empêcher d'aller dans des parcs, pour enfants, au contraire. Est-ce qu'il y aurait des sports, à privilégier ou des sports adaptés qui sont particulièrement intéressants pour les enfants avec une déficience visuelle? Alors, j'ai envie de dire que tout ce qui est sport, heu, sport et loisirs, il faut se mettre aucune contrainte. Tout est possible quasiment. Tout est possible sauf contre-indication de l'ophtalmologue, hein, par rapport à des sports de combat, des sports de contact effectivement, où là, il faut quand même toujours demander, un avis médical. Mais sinon, depuis que je travaille en ce milieu, j'ai été amenée à repousser toutes les limites qu'on pouvait s'imaginer. Et oui, vraiment. Alors soit parce que, il existe des sports adaptés comme par exemple, le torball, qui est une version, on va dire, adaptée du football, hem, avec un ballon sonore. Il y a plein de sports en fait qui ont déjà été adaptés, mais le sport à l'école, on peut aussi l'adapter. L'enseignant, ou l'éducateur sportif peut tout à fait l'adapter en désignant, un enfant qui va guider, qui va être le guide en fait de l'enfant, malvoyant et puis on peut peut-être dire que finalement, chacun va avoir son guide pour que ce soit pas une forme, pour qu'on soit dans de l'inclusion en fait. Peut-être transformer les règles pour que, tout le monde fonctionne de la même manière. Hem, voilà, j'ai envie de dire aucune limite vraiment dans tout ce qui est sportif. Tout est adaptable à partir du moment où on rend, par exemple sonore, où on va verbaliser certaines choses, où on va délimiter l'espace de manière, sécurisée et où le reste, des enfants va être bien sensibilisé à la question. Alors, on a parlé de motricité globale, de déplacement. Est-ce que tu nous parlerais un peu de motricité fine ou d'activités comme les dessins, par exemple? Alors oui, oui, le dessin. Alors tout dépend l'objectif qui est derrière. Si on veut, par exemple, travailler tout ce qui est dedans, dehors, hein, je pense à l'école, quand on fait du coloriage, c'est ça. On veut maîtriser son geste, mais on veut aussi travailler ces notions-là. On peut, pour un enfant malvoyant, noircir, épaissir les contours du coloriage, et puis utiliser des couleurs que l'enfant va percevoir, des couleurs vives. Hein, donc ça va dépendre, du type de vision des couleurs de l'enfant, mais voilà, en utilisant des couleurs bien vives, l'enfant pourra tout à fait colorier. Si l'enfant est non-voyant, eh bien, on pourrait rajouter de la texture. Heu, Par exemple, ça serait de la peinture avec un mélange de sable, ce qui fait que l'enfant va pouvoir toucher, en fait, après ce qu'il a fait. Si on veut vraiment travailler ces notions de dedans-dehors, plutôt que de colorier, on pourrait coller des petits bouts de papier à l'intérieur, des coquillages, des perles, heu, voilà. On peut vraiment transformer, adapter l'activité et avoir énormément d'idées, mais on peut aussi agir sur l'environnement, par exemple au niveau de la lumière. Ça, c'est très important. On peut améliorer énormément, le rendu visuel grâce à un éclairage qui est adapté. Donc les éclairages et les contrastes. Ça, c'est très important et l'organisation. Il va falloir organiser le plan de la table pour que l'enfant soit autonome aussi. Chaque chose à sa place, qu'on ait bien verbalisé l'ensemble. Voilà. Est-ce que lorsque les enfants ont accès à de l'accompagnement, par exemple celui de l'ergothérapeute, c'est plus court terme ou le besoin est vraiment long terme, si bien sûr la structure, le permet, mais est-ce que les besoins seraient là sur le long terme? Alors, on essaye toujours de s'établir des objectifs qui sont pour l'année, hein, pour l'année scolaire. Hem Et puis, il y a des moments on est sur des suivis à long terme en général, hein, quand l'atteinte est très sévère, on est sur des objectifs sur un suivi long. Mais il va y avoir des moments où il va y avoir un plus grand nombre de séances et certaines années où on va diminuer, peut-être aussi pour favoriser, d'autres prises en soins. Heu, donc l'ergothérapeute, ça peut être un peu fluctuant en fait les besoins et des fois on se met un peu en retrait. Heu j'ai envie de dire à chaque âge de la vie aussi, heu,
on peut avoir besoin de revoir l'ergothérapeute parce que, bah, par exemple, on ne demande pas la même autonomie dans les gestes quotidiens à un enfant de 3 ans qu'à un enfant de 10 ans et les demandes, les besoins et les motivations ne sont pas les mêmes. Heu, à l'adolescence, l'enfant, il commence à avoir envie de faire, des petits plats tout seul, à se maquiller pour les filles, et là, bah, il y a de nouveaux apprentissages qui peuvent être nécessaires et puis ça peut être aussi des changements de situation de vie de l'enfant. Il suffit qu'il change d'école, qu'il change de logement. Heu, voilà, tout changement de vie, en fait, peut avoir un impact, une perte de repères et puis étant donné qu'on travaille aussi sur l'environnement, matériel, eh bien, on peut avoir besoin d'intervenir à nouveau sur ce nouvel environnement qui est à mettre, qui est à sécuriser, autant sur un plan matériel que sur un plan humain, hein. C'est-à-dire, bah, des nouveaux professeurs, des nouveaux camarades, besoin de sensibiliser, en fait, cet entourage, une nouvelle activité sportive, d'aller faire une séance de sensibilisation, au moniteur sportif, par exemple. Donc oui, effectivement, et même après, tout au long de la vie, on a des personnes qui reviennent vers nous, bah, dès qu'il y a un projet de vie qui diffère un petit peu et des changements de vie, ils reviennent vers nous, les ergothérapeutes, oui. Et pour l'accès aux services, du moins en Guyane française, ça se passe comment? Est-ce que les structures, offrent les services ou est-ce que ça se passe en libéral? Alors je peux répondre sur la France hexagonale, et la Guyane. Il y a des temps d'attente qui sont souvent très longs, heu, pour entrer dans les services. Ça, c'est vraiment un souci. Hem, en et puis il y a aussi des endroits où c'est un petit peu, il y a des endroits, un peu déserts aussi, hein, où il y a pas de structure autour et où l'enfant va devoir partir en internat. Donc ça, c'est pas toujours le choix de la famille, hein, de laisser partir un tout petit déjà en internat loin de son foyer, et donc là, à ce moment-là, recourir à du libéral. En Guyane française, c'est très, très compliqué. Bon, là, c'est un cas vraiment particulier, c'est le manque de professionnels. Les structures sont là, dans les villes principales, mais par contre, voilà, dans les 3 grandes villes, il va y avoir des structures. Dès qu'on va aller, dans les pays reculés, c'est-à-dire, loin en forêt, en fait, là, il y a plus du tout de structure. Mais même dans des villes principales, on a un problème de manque de professionnels. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que, les ergothérapeutes, en tout cas nous dans notre formation, après ma formation est un peu ancienne, peut-être que ça s'est amélioré, la déficience visuelle est très, très peu abordée. C'est très court, et pour avoir donné des cours, en école d'ergothérapeute jusqu'en 2019, sur Marseille, j'étais la seule à donner des cours et je donnais 3 heures, 3 heures de cours, théoriques et 3 heures de cours pratiques. Voilà, donc les ergothérapeutes en libéral, si, ils n'ont pas eu d'expérience ou de formation spécialisée, ils vont être, en général en difficulté, avec ce public-là. As-tu des ressources, sites web ou livres à conseiller sur le sujet pour des ergothérapeutes ou d'autres professionnels qui seraient intéressés à en apprendre plus? Alors pour donner plein d'idées d'activités, de jeux, d'adaptations, il y a le site, enfantaveugle.com, qui est très, très riche, vraiment très riche, justement qui donne des idées d'adaptation, de jeux de société, de jeux, pour la motricité globale, la motricité fine. Ah, il y a plein d'autres ressources, que je peux transmettre. Voilà, je te les enverrai, Josiane, pour que tu puisses les communiquer. Bien, parfait. Et merci beaucoup, Pascal, pour tout ce que tu nous as apporté. Effectivement, c'est un sujet qui est moins familier. Moi, la première, j'ai beaucoup appris et je suis certaine que je ne suis pas la seule. Eh bien, merci de m'avoir donné la parole. Moi, c'est un sujet qui me passionne. C'est un milieu qui est, extraordinaire, hein, le monde de la déficience visuelle. Les enfants ont énormément de choses à nous apprendre, sur la perception qu'on a de notre environnement et de notre monde. Heu, voilà, moi j'encourage, ça peut faire peur pour les professionnels, mais je vous encourage à vous former dans ce milieu parce que c'est vraiment, vraiment passionnant. Bye! Bye.
Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiannecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!